Salut à tous et à toutes. Alors, petite pause, ou juste bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Tout dépend de quand est introduite la séquence. Alors, c'est juste pour vous faire un petit rappel sur ceux qui voudraient nous soutenir. Nous avons, enfin, le collectif Exmus a un compte Tipeee et un compte Patreon. Donc, comme ça vous arrange, ça peut être des dons ponctuels, mensuels, du montant que vous voulez. En tout cas, on vous remercie énormément pour ceux qui font la démarche parce que nous ne sommes pas monétisés par YouTube pour garder notre liberté d'expression et notre temps éditorial, voilà, qui implique certaines censures. Donc, nous ne voulons pas de monétisation dépend de la part de YouTube. Donc, nous comptons sur vous pour, voilà, nous aider si vous avez les moyens, si vous le souhaitez. Et surtout, 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 abonnez-vous. Voilà, il y a beaucoup d'abonnés, donc je vous vois. Et des likes et des commentaires. Même des commentaires négatifs, on prend quand même. Mais n'hésitez pas en tout cas à nous faire votre retour, que vous aimiez, que vous n'aimiez pas. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. À bonne continuation. Donc, qui a Oui, et d'ailleurs, qui est le qui est, c'est un peu Basile se base sur Altaparo, non? Basile Blondine se base sur un taparo, exactement, c'est vrai. Ah, tu vois, donc on retrouve cette figure, hein, chez les anciens protagonistes YouTube. Tout à fait. Pour ceux qui s'intéressent à Basile Blandine, allez regarder cette vidéo. En fait, lui, le Basile, il lutte contre les hashtags imams de la République, entre guillemets, comme Boussena, comme Al-Jay, et justement, et il souhaite un retour à l'islam madhabi, l'islam des madhab. Et justement, Al-Tapalo, c'est lui qui a théorisé ça, l'islam traditionnel ou l'islam madhabique. Ah, l'islam madhabique, avant, ça n'existait pas ce concept-là. Enfin, il y avait bien sûr la tradition des madhab, mais ça ne se disait pas dans le langage français, je veux dire. On disait islam traditionnel. L'islam madhabique, c'est venu Al-Tapalo. Oui, vas-y. Salut les copains, salut. Oui, salut. Salut. Ouais, j'interviens pour dire les gens, peut-être que les gens savent pas trop qui c'est ça, Blondil là, machin Blondil. Oui. C'est juste pour expliquer qui c'est ce personnage de Blondil. Je viens de dire, c'est un YouTuber Ah bah, qui, j'étais pas qui- là. en fait, c'est un YouTuber français. Qui est On pas sait, musulman. Il est on pas sait pas musulman. si, je sais pas, ce que je veux dire, on sait pas s'il est musulman ou pas. En tout cas, il a une grande connaissance de la jurisprudence islamique et des hadiths surtout. Lui, il s'est spécialisé dans la science du hadith. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie le discours des imams. D'ailleurs, il s'est attaqué à Islam ibn Ahmed, à Rachid Al-Jay, à Nadar Abou Anas, à Ismaël Mounir, à Poussena, voilà. Comment il s'appelle aussi l'autre, j'ai oublié son nom, Eric Younous, voilà. Oui, vas-y. Ça fait un peu penser à Mamar Mati, un peu du coup. Abad Rapil. Exact. D'ailleurs, Mamar Mati est très proche de Basile Blandine. Après, ils sont pris la tête, je sais pas pour quel sujet. Mais en tout cas, à un moment, ils étaient très, très proches. Tout à fait. Très, en acquaintance. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, salut à ceux qui viennent d'arriver. Alors, on y va, c'est parti. Donc, qui est Altaparo? Donc, ce Altaparo, il s'appelle donc de base Abdallah Serge Altaparo, qui fait aujourd'hui autorité auprès de nombreux musulmans francophones, adhérant à l'islam dit traditionnel ou madhabique, ancré dans une école de droit. Donc, sa trajectoire est juste, le madhabisme, appelé parfois voilà, islam traditionnel ou classique, est un courant qui se catégorise par l'affiliation à l'une des quatre écoles du droit musulman. Ici, le malikisme à l'école de théologie traditionnelle ash'arite ou maturidisme, ainsi qu'au soufisme, notamment sous sa forme confrérique. Actuellement, sur la scène internationale islamique, il tend à se constituer en rempart contre les diverses formes de réformisme contemporain, comme le frérisme ou le salafisme. Parce que le frérisme, il cherche à effacer justement ce concept d'école. Il cherche quelque part à faire oublier qu'il y a des écoles, oublier qu'il y a différentes tendances de harida, de dogme. Et ce qui ne plaît pas aux traditionnalistes, qui eux justement sont fiers d'appartenir à un courant dogmatique ou un courant juridique, ou à une école juridique, et ça les fait, voilà, ça les énerve, quoi, ça les perturbe de voir qu'il y a ces réformistes qui essaient de tout faire fusionner, comme les salafistes et comme les quiétistes et les fréristes salafistes. Voilà. Donc, dans ses travaux sur l'islam en Syrie, Thomas Pierret avait décrit les prémices d'une revanche du soufisme à l'échelle internationale. Voilà. Donc, depuis 2014, on perçoit les retombées de façon significative en contexte francophone. Sur ce plan-là, l'émergence de l'islam traditionnel au sein du cyberespace francophone musulman. Et c'est vrai, depuis ces 10 dernières années, face au salafisme grimpant, il y a beaucoup d'instituts, je ne sais pas si vous les connaissez, en France, qui se proposent d'enseigner l'islam
Un peu comme le font traditionnellement les chouyours, les professeurs et les savants musulmans, de manière un peu traditionnelle. Donc il y a des instituts en ligne, il y en a beaucoup, qui proposent soit d'enseigner la jurisprudence islamique malikite, par exemple, ou l'ash'ari, qui est un courant dogmatique. Voilà. Ok. C'est un peu en contre, en contre-coup, voilà, en contre-rempart par rapport aux salafistes. Voilà. Donc, en remontant en haut, voilà, donc sa trajectoire est celle d'un Français converti à l'islam, aspirant au savoir religieux par les mollahs dans les années 90. Il se forma par-delà l'Hexagone et devint un cheikh légitimé par le poids symbolique des institutions traditionnelles mauritaniennes appelées euh, Marzara. Donc désormais emblématique, son parcours éclaire la façon dont le Maghreb tend à se constituer comme un foyer d'autorité religieuse proposant plutôt un modèle pédagogique désirable pour nombre d'aspirants au savoir islamique. La trajectoire d'Al-Taparu illustre aussi la variété des processus d'importation de ce modèle au sein des sociétés européennes. Voilà, c'est intéressant. Il a importé le modèle traditionnel maghrébin en Europe. Ces dernières décennies, l'attrait pour la Mauritanie traduit une transformation de l'échiquier transnational des institutions d'autorité religieuse sunnites, dans le centre depuis la seconde moitié du XXe siècle était situé au Moyen-Orient, avec deux entités phares, donc Al-Azhar en Égypte et l'Université de Médine en Arabie Saoudite. Ça, c'est vrai. Donc, pour les musulmans, donc la réaffirmation du Maghreb comme référence religieuse pour les musulmans d'Afrique subsaharienne et d'Europe s'explique notamment par l'apparition d'un socle didactique traditionnel majoritairement malikite désormais traduit en langue française et dont l'émergence est observable depuis 2015. Et ça, c'est grâce notamment à Al-Taparu. Al-Taparu, vous imaginez, il a carrément, à lui tout seul, changé tout l'échiquier islamique, de l'enseignement, excusez-moi, islamique, en Europe. J'exagère quand je dis à lui tout seul. Mais voilà, notamment grâce à lui, c'est l'un des précurseurs, c'est un des principaux acteurs de ce changement. Quoi qu'on en pense, voilà, faut lui accorder ça. Voilà. Tac, tac, tac. Cette corrélation entre malikisme et Afrique du Nord n'a rien d'étonnant compte tenu de la structuration historique de l'école de droit musulman malikite qui a vu prédominer ces deux sous-écoles, l'une maghrébine et l'autre égyptienne. La première a conduit à établir en Afrique du Nord une tradition d'enseignement malikite quasi exclusif, restée vive jusqu'à nos jours, tandis que la seconde se caractérise dans le contexte égyptien par une hétérogénéité du référentiel juridico-religieux. Jusqu'à maintenant, Al-Azhar propose l'enseignement de fiqh dans lequel les quatre écoles sont représentées. Aux yeux d'une part grandissante des musulmans francophones en quête de savoir religieux, le Maghreb représente une bonne vieille soupe de famille qui se révèle plus raffinée qu'on ne le pensait. Une shorba, hein, ou une soupe au poisson qui se révèle ne pas être juste un plat de l'ouvrier ou un plat du commun, mais plutôt un plat gastronomique. Pour certains d'entre eux, Français issus de parents immigrés maghrébins, c'est l'occasion de réconcilier tradition religieuse et ancrage culturel au sein d'une identité cohérente. Quant aux Français convertis à l'islam, ils peuvent être amenés à faire de l'héritage malikite maghrébo-andalou une source d'affirmation d'une identité religieuse européenne. Parce que faut pas oublier que l'Andalousie, donc le sud de l'Espagne, voire même toute l'Espagne, à un certain moment du Moyen Âge, a été occupée par un pouvoir islamique. Dans Et dans le la, Portugal, Régulus. oui, Portugal aussi, bien sûr. Dans la jurisprudence principale était le malikisme. C'est pour ça que ceux qui veulent un peu, qui sont musulmans, mais qui sont très européens, ça les arrange d'être malikites parce qu'il y a cet idéal de continuité avec les maghrébins andalous, hein, de l'époque de l'Andalousie. Voilà. Donc ce portrait d'Abdallah al-Tapparo est celui d'un Français converti à l'islam. Il s'articulera autour de son parcours d'apprenant, de son engagement pour l'enseignement. Donc, je vais aller rapidement. Ah non, non, c'est ici que ça commence. Bon, attends, un instant, il y a aussi chez les Algériens en particulier, dans ce que tu disais, ils aiment l'islam malikite en disant oui pour la France, en plus, voilà, ceux qui veulent vivre la française. Toute cette histoire entre les orientalistes, dont certains se sont convertis à l'islam à l'époque,
dont le plus connu, dont on m'a souvent parlé quand j'étais jeune, c'était oh mince, comment il s'appelle déjà? Ah, le peintre là. Oh, attends. Je sais pas. Oh, Pas je vais de vous le qui. retrouver. Si, un peintre très connu qui allait en Mais il a fait quoi? Algérie. Au début, il peignait des jeunes femmes berbères à moitié déshabillées Ah d'ailleurs. oui, Étienne Étienne Dinet, Dine. Étienne Oui, Dinet. oui. Étienne Dine. Voilà. Mais il y a toujours et qui à la fin, il peignait la prière, les fidèles, et tout ça. Et il s'était converti, quoi. Ce qu'on appelle les orientalistes. C'est-à-dire que Oui, voilà. c'est des gens qui étaient passionnés par l'Orient, avec le Maghreb aussi, et donc du coup qui sont allés pour écrire des poèmes, des romans, des récits de voyage ou des peintures, et à la fin qui finissent par se convertir pour certains. Bien sûr, comme comment il s'appelle, il y en a un qui est très très connu, aussi j'ai oublié son nom. Euh, bon, je me souviendrai plus tard, mais ça concerne les femmes et les hommes, ça concerne pas que les hommes d'ailleurs. Oui, oui, oui. Voilà. Mais vous savez ce que je ferais? Je vais faire des screens, parce que j'ai un vieux dictionnaire de peut-être 1901, un truc comme ça, de Larousse, en 8 volumes, mais des gros Larousse, c'est des trucs de collection, hein. Et il y a, quand tu cherches, par exemple, berbère ou arabe et tout, ou juif, tu vois ou nègre, hein, parce qu'il faut taper nègre dans ces dictionnaires-là, tu vois les définitions. Le truc de dingue, c'est souvent, ben voilà, ils disent c'est des peuplades un peu inférieures et tout ça. Hein, c'était à l'époque de la colonisation quand même. Par contre, à arabe, c'est un truc de dingue, hein. Mais c'est les gens les plus raffinés, c'est un truc de dingue, la façon dont ils décrivent arabe. C'est vraiment l'éloge des Arabes dans le Larousse de l'époque. Ça peut être intéressant de voir les vieilles définitions du 19e siècle, parce que je les ai justement, en format papier. On fera ça une fois. Il faudrait avoir les screens en place pour que ce soit plus Oui, reconnaissable. je screenerai les pages de mon dico là. Oui, oui, comme je vous l'ai dit, que ce soit au 19e ou 20e siècle, il y a eu beaucoup d'orientalistes. Par exemple, en Inde, c'était Rudyard Kipling qui a justement écrit le livre de la jungle, ou Gustave Flaubert qui a voyagé en Égypte et en Tunisie pour pouvoir mieux comprendre Carthage. Rimbaud aussi. Chateaubriand, Rimbaud. oui, oui, Rimbaud aussi, bien sûr, Arthur Rimbaud. Chateaubriand qui a voyagé aussi en Égypte et dans le Moyen-Orient. Lamartine, Victor Hugo pour écrire les orientales. Donc il y a beaucoup de peintres aussi qui l'ont fait. Je sais pas les noms en tête, mais je pense que Picasso l'a fait, voilà, Renoir, Auguste Renoir. En tout cas, l'orientalisme est un mouvement qui a été caractérisé par ça, par une passion des écrivains, des artistes en général, par l'Orient et par l'Afrique du Nord aussi. Voilà. En tout cas, je continue. Après les conversions, non, non, c'est qui a écrit le livre sur la crise du monde moderne? Henri Guénon, c'est ça? C'est Guénon? Henri Guénon. Je pense que c'est ça le nom. C'est Guénon. Je me trompe pas, je pense. C'est ça? René Guénon. René Guénon. Je pense que c'est René Guénon. Et René Guénon était passionné aussi par l'islam et il s'est converti à la fin à l'islam, d'après les musulmans en tout cas. Voilà. En tout cas, je continue. Donc, Serge Attaparo est né en 66. Voilà, donc à Paris, dans une famille d'origine basque, t'es parti. Non, Euh, non, je je suis t'en- là, j'attendais qu'on reprenne le Voilà, texte. ok, ok. Dans un entretien filmé datant de 2009, il explique comment, amoureux des voyages, il entreprit de visiter le sud de l'Espagne. Voilà, donc ça commence toujours par ça, l'Andalousie. Puis il quitta pour la première fois l'Europe en pénétrant au Maroc en 85, alors âgé de 19 ans. 19 ans, l'amour des voyages. Cette première incursion en terre d'islam marque le début d'un récit de conversion qui mêle prodige, initiation et rencontre énigmatique.
répondant ainsi à une logique de reconstruction selon des principes bien précis. À la frontière, un douanier marocain, voilà, qui voulait lui apprendre quelques mots d'arabe pour lui faciliter son voyage, lui aurait enseigné les termes de la profession de foi par laquelle on entre habituellement en islam, puis aurait frappé la Le charia à malin, plusieurs reprises. il a fait réciter la shahada en direct. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce fait de frapper la poitrine à plusieurs reprises. Donc, ça voit que ça l'a énormément marqué, Al-Tapalo. Voilà. Parce que c'est symbolique, en fait. En gros, je suis en train de faire rentrer l'islam en toi, en te faisant réciter la shahada pendant que je tape ta poitrine. Voilà. C'est très intéressant, cette manière de faire. Et ça l'a marqué à vie. Ça l'a marqué à vie. Al-Tapalo. Voilà. Donc, je continue. Euh, 2 mois après cet épisode, alors qu'il se trouvait à l'Aïoud, au sud du Maroc, hein, donc c'est le désert marocain, il rencontra un jeune homme qui l'initiait à la lecture de la langue arabe. Il découvrit alors le sens des mots qu'il avait prononcés, entrepris de devenir musulman. Oui, parce qu'il comprenait pas ce que ça voulait dire la shahada au début. Il a juste répété, voilà, mais il comprenait pas le sens véritable des mots. C'est après qu'il a compris qu'il était vraiment musulman en le disant. Et donc, il a entrepris sa conversion. Ce récit fondateur, que ne manque pas de rapporter Abdallah Dapalo à diverses occasions, fait sens dans un univers social influencé par la mystique musulmane et contribue à apporter au protagoniste une destinée particulière, ou tout du moins l'ériger en figure charismatique, celle du virtuose religieux. En gros, c'est Allah qui m'a choisi. Vous voyez, c'est un peu ça. Je suis arrivé au Maroc, l'islam a pénétré en moi directement. Cette vision-là qui est intéressante. Ryan, tu veux dire quelque chose? Non, non, on peut continuer, hein. Ok. Donc 2 mois après, ça je l'ai dit. Donc de retour, parce qu'après il est revenu en France, il estima que ses connaissances étaient trop superficielles et décida de retourner en Afrique pour un plus long séjour. Ce voyage qu'il réalisa en partie à vélo, donc vous imaginez, hein, il a fait un voyage à vélo, dura 9 mois. 9 mois. Durant lesquels il traversa l'Italie avant d'arriver en Tunisie. Bah oui, tu ne pouvais pas traverser la Méditerranée à vélo, soyons logiques. Mais imaginez, donc il est parti de France, a traversé En l'Italie, pédalo, en pédalo. va affronter les vagues de la Méditerranée avec un pédalo. Tu verras ce que ça a On donné. va donner des idées à des gens, mince. Tu vas voir ce que ça ton pédalo va se renverser au bout de la première vague. Durant donc 9 mois, durant lesquels c'est 9 mois de traversée, durant lesquels il traversa l'Italie avant d'arriver en Tunisie, où il pria pour la première fois, puis il est parti en Algérie, et son désert, où il vécut son premier jeûne au mois de Ramadan. Je ne sais pas si imaginer faire son premier Ramadan en Algérie dans le désert. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est en termes de courage, de bravoure. Franchement, je le respecte pour ça, hein. Bravo. Ah oui, c'est des expériences mystiques, quoi. Exactement. Bravo, en tout cas. Parce que là, franchement, c'est une performance physique avant même d'être une performance spirituelle ou autre. Bon, ok. Et ensuite, il est parti jusqu'au Ghana. Donc franchement, le mec, c'est un baroudeur, quoi. Là, vraiment, c'est le backpacker australien ou que sais-je qui est parti, là pour le coup, c'est un Français, qui est parti hein, de France jusqu'au Ghana. Et pas en prenant l'avion, pas en prenant Air France. Donc de retour en France. Et puis il est revenu en France, il poursuivit ses études tout en travaillant pendant plusieurs années en tant qu'infirmier. Donc, puisqu'il est infirmier, c'est pas non plus le mec qui a pas fait d'études. C'est quelqu'un qui déjà a un certain bagage intellectuel, puisque les infirmiers sont très bien formés en France, sachez-le. Donc il continua l'apprentissage de l'arabe à la madrasa du Cheikh Ayoub à Paris, qui dispensait des enseignements religieux depuis 1986. Mais sa volonté de maîtriser la langue et les sciences islamiques le poussa à partir à nouveau. À cette époque, Atapalo visitait régulièrement la zawiya de l'un de ses mentors, situé en région lyonnaise. Bassem Braki, non, je rigole. Abdallah Dominique Fesneau. Petite blague, Ah, c'était pas Bassem. c'était pas Bassem. Celui-ci s'était converti dans les années 70 à Damas, où il avait étudié pendant 7 années auprès du cheikh soufi Khurshidi,
qui le désigna représentant de la confrérie Chadliya en France. Voilà, donc il a vraiment obtenu sa science islamique de grand nom, en tout cas de grand nom de l'islam en France. Donc Cheikh Ayoub à Paris et Dominique Penaud, qui était le représentant de la confrérie Chadliya, donc une grande confrérie soufie syrienne. Donc la Syrie constitue alors, oui, parce qu'il faut comprendre, la Syrie de l'époque, c'est pas la Syrie de maintenant qui est ravagée par Daesh et par les guerres civiles. Là, on parle de la Syrie des années, voilà, 90, etc. Bon, la Syrie constitue une destination privilégiée pour les étudiants en raison de l'émergence et de la prégnance, plutôt, excusez-moi, des représentations qui découlent du modèle de transmission du savoir religieux traditionnel damascène. En 91, sur recommandation d'Abdallah Penaud, Attaparo partit à son tour pour Damas et s'inscrivit à la faculté, j'ai perdu mon truc, de prédication islamique, à la Kulliyat al-Da'wa al-Islamiyya, branche d'une institution libyenne dans laquelle il étudiait jusqu'en 97. La première année, une classe préparatoire lui a permis d'apprendre à parler et à écrire l'arabe. Puis, les 4 années suivantes, il acquit ce que lui-même décrit comme une vision globale mais superficielle des sciences islamiques. Vous imaginez, il est parti à l'école à Paris. Ensuite, il est parti s'inscrire dans une. Attendez, il est parti à Lyon ensuite pour poursuivre ses études auprès du Cheikh Soufi pendant 7 ans. Pas 7 ans, non, là je commence à comprendre. En tout cas, pour poursuivre ses études, il a lui-même recommandé pour partir dans une école damascène. Et il te dit qu'il a passé 4 ans chez eux. Et malgré ça, il te dit c'est juste une vision globale et superficielle des sciences islamiques. Comprenez la motivation et l'application de ce type. Donc, au terme de cette étape, il dressa un constat critique de la pédagogie en vigueur au sein des universités islamiques empreintes d'une conception réformée, donc modernisée de l'enseignement. Et Bébert, puisque tu es là, regarde ce qu'il va critiquer. Il va dire, à ses yeux, l'enseignement simultané des 4 écoles de droit sunnites à travers une approche comparatiste conduit à une superficialité des connaissances. À côté des cours à l'université, il assista donc aux enseignements dispensés au sein des mosquées damascènes. Là aussi, il en critique la pédagogie, qu'il estime trop lente. Il te dit c'est lent, très lent. Et l'approche comparatiste, elle est superficielle, elle ne permet pas d'aller en profondeur. Par exemple, il va te citer un cheikh qui enseignait Tammar ad-Dani, donc dans une mosquée. Après 8 années, il lui restait encore le quart de l'ouvrage à commenter. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pendant 8 ans, il t'a fait que les 3 quarts d'un ouvrage. Du coup, tu commences tout partout, mais tu finis rien. Ah, tu Tu vois, commences, tu finis rien. c'est ce que Gnostic il disait. Voilà. Lorsqu'il faisait des débats avec des chirs, et après, dans une discussion avec un petit jeune du Maroc, il lui expliquait qu'en réalité, oui, les savants, ils disent, mais déjà, ils disent un peu tout et rien, et surtout, certains ne finissent pas les ouvrages, et pour d'autres, ils ont tellement lu qu'en réalité, ils ne savent même plus ce qu'ils ont lu. C'est ça le problème. Et, et bébé, puisque tu es là, tu te souviens, c'est trop, quand il va aux États-Unis, c'est pour parler Oui. des muscles et pour parler des gonzesses, alors que Taparo, quand il va en Syrie, lui te critique des choses voilà, pertinentes. La méthode universitaire, la méthode académique de l'enseignement d'islam. Tu vois, là, on voit la différence quand même entre un Ah, Saïd Qutb et un Taparo. ah oui, non, mais c'est pas le même niveau. Le mec, on sent que là, il y a du level. Je pense ce qui lui manquait, c'était la méthode RRR, hein. C'est ça là, il aurait kiffé, hein. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Non, non, mais oui. On sent le mec motivé, hein. Bah oui. Tiens, après, du coup, il a eu son diplôme avec mention bien en poche et un sentiment d'inachevé. Il te dit, même si j'ai mon diplôme, bah, ça va pas. Donc, il est parti en Mauritanie, euh, dans la Marzara. Donc, en Mauritanie, la Marzara désigne la structure traditionnelle d'enseignement supérieur où sont étudiées toutes les disciplines religieuses. Par commodité, on traduira ce terme par école.
Lorsqu'Abdallah Taparo arrive en Mauritanie en 97, il intégra pendant quelques mois l'école al-Qura du cheikh Mohamed Salim el-Adoud, un érudit mauritanien qui occupa plusieurs fonctions publiques, comme celle du ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, encore du président du Haut Conseil islamique. Donc il a intégré une école de renom. Mais c'est dans le petit village néanmoins renommé de Noubaria, situé à une centaine de kilomètres à l'est de Nouakchott. Il étudiera pendant près de 10 années. Donc son école dont l'origine remonte au XVIIe siècle est l'une des plus anciennes de Mauritanie. Elle constitue le principal attrait de ce village de 3000 habitants, qui attire chaque année plusieurs centaines d'étudiants de Mauritanie, du Maghreb, du Sénégal ou du Moyen-Orient. Il rencontra le directeur de l'école Mohamed Fall, connu sous le titre de Shirba, un érudit né à Noubaria, dont la généalogie remonterait à l'imam Ali. Voilà. Vous connaissez toujours la généalogie qui remonte jusqu'à Bobo, jusqu'à Ali, jusqu'à... Donc, auprès de lui, il put terminer l'étude des ouvrages qu'il avait entamés en Syrie, mais selon une pédagogie différente. En Syrie, on fait avec un charh, donc un commentaire, que le professeur lit et explique. En Mauritanie, le shir donne une toute petite explication orale pour donner sens au texte. Les étudiants n'écrivent rien, mais écoutent puis apprennent les vers de poésie par cœur. Quand je suis arrivé en Mauritanie, j'ai dit que je voulais finir les commentaires que j'avais commencé en Syrie. Ils m'ont dit, on ne fait pas ça. Alors j'ai pensé repartir. Mais à Noubaria, ils m'ont dit, on n'a jamais fait ça, mais pourtant on va le faire. Eux, ils étaient contents car ça les sortait de leur routine. Ah, donc Altaparo, il a littéralement changé la pédagogie de son école. C'est ça qui est impressionnant, en fait. Il est venu, il a dit non, mais moi ça me plaît pas, je pense que je vais partir. Ils ont dit écoute, on va faire comme tu veux. C'est ça la folie du truc. Donc, le français Abdallah se distingue des autres étudiants, comme c'est le seul européen, ce qui lui vaut de faire l'objet d'un reportage réalisé par la chaîne arabe Al Jazeera. Ah, déjà, ça vaut le coup qu'on regarde vite fait le reportage, non? Quel reportage? Ben, de Ataparo. On voit le... Attends, je vais le chercher vite fait là. Parce que... Attendez. Ah oui, c'est bon, je l'ai. C'est bon, Ah, je c'est viens moi, de tu trouver. l'as? Ouais, pas mal voir.